Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 53, Faux frères. La percée spectaculaire de Clodion dans les années 30 et 40 est sans doute passée inaperçue à Ravenne ou à Constantinople. Un micro-événement déprimant que la cessation du territoire de l'extrême nord à un nouveau chef barbare, ce qui n'est que le énième abandon successif de territoire consenti par l'Empire de l'Ouest dans les 30 dernières années. Mais c'est ça, le nouveau standard à Ravenne, surtout comparé aux autres problèmes. Et il y a fort à parier que le petit empereur Valentinien III ou sa cour n'ait pas passé trop de temps à pleurer la perte du joli plat pays qui était le sien, dans les Bouches-du-Rhin. Et pourtant, c'est de ce départ un peu obscur, sous la coupe de ce chef méconnu qu'est Clodion, que va naître, après moult péripéties, le royaume barbare le plus durable à l'ouest pour les 4 prochains siècles. Mais en 450, il est temps de parler de la grande attaque qui va changer pour toujours la face de l'Empire. 450, ou l'année d'un certain Attila, qui décide de se rappeler au bon souvenir de ses amis de l'Ouest et d'écouler son stock de Roundup. La chronique de Frédéguerre est l'autre grande source sur les Mérovingiens, largement inspirée du récit de Grégoire, mais écrite 50 ans plus tard, au 7e siècle, par 1 ou 2, voire même 3 auteurs burgondes. Des hommes qui ne s'appelaient probablement pas Frédéguerre d'ailleurs, mais c'est le surnom collectif qu'on leur a donné après coup à ces anonymes dont le récit reprend et poursuit l'œuvre de l'évêque de Tours. Et on en apprend un peu plus grâce à Frédéguerre, sur ces fameux premiers rois que cherchait 50 ans plus tôt Grégoire dans les archives. Notamment, une histoire capitale qui nous éclaire enfin sur les origines possibles de la dynastie mérovingienne. Et notamment sur le premier d'entre eux, Clodion, dans un épisode qui doit se situer quelque part autour des années 420 entre la Belgique et les Pays-Bas modernes. Enfin, sur son conjoint pour être tout à fait précis. Car c'est la femme de Clodion, enceinte de plusieurs mois de leur premier enfant, qui décide soudainement, un jour d'été, d'aller se baigner durant l'absence du roi des Francs saliens, occupé à ce moment précis à des opérations militaires. Une baignade solitaire pour celle qui est la reine, ou en tout cas épouse du chef tribal, quelque part sur les rivages de la mer du Nord. Car ces rivages restent dominés par les Saliens en 420, à l'endroit même où leurs ancêtres pirates francs ont eu leurs heures de gloire à la fin du IIIe siècle, comme nous vous l'avons raconté durant la première saison. La future reine a donc apparemment pris un peu le large, profitant sans doute de la fraîcheur de l'océan pour se soulager de la fatigue d'une grossesse, ce que les mères de famille qui nous écoutent comprendront aisément. Et alors que la femme de Clodion s'est éloignée du rivage, elle entend tout à coup un bruit furtif derrière elle. Un homme, enfin plutôt une créature moitié homme, moitié bête, un taureau marin à 5 cornes, agrippe la femme de Clodion, qui ne peut pas lui résister dans son état. Et le Kinotaure, car c'est le nom de ce monstre, s'unit avec elle en quelques instants au milieu de l'océan, devenant du même coup l'autre père avec Clodion du futur chef des Saliens, le trop fameux roi Mérové, premier des Mérovingiens. Quoi ? Vraiment, Xavier ? On avait dit qu'on poussait le côté pas trop sérieux, pas trop loin non plus. Alors s'il te plaît, explique-nous maintenant cet épisode pour le moins surprenant. Est-ce que les Burgondes avaient monté une filière de champignons hallucinogènes ? Est-ce que la reine avait abusé de quinoa avarié ? Ou y a-t-il un message un peu plus sérieux derrière cette histoire farfelue ?
Parce que ton anecdote de monstre marin qui saute sur la reine des Francs au milieu de nulle part et qui co-engendre la lignée des Mérovingiens, on n'est plus dans l'histoire là, c'est carrément salé. C'est plutôt une version médiévale fantastique de Stranger Things que ne renierait probablement pas Netflix d'ailleurs. Soyons honnêtes, cette belle légende autour de la naissance de Mérové pose quelques problèmes quand même. Par où commencer question improbabilité? Alors, déjà, il y a la double paternité du point de vue de l'ADN, et puis on pourrait évoquer les difficultés inhérentes à une agression sexuelle en haute mer, et évidemment, quelques doutes peuvent subsister sur la matérialité d'une bête moitié taureau, moitié poisson, capable d'engendrer un être humain. Donc, 2 ou 3 incohérences quand même, à minima. Mais tout ceci étant posé, cette fameuse histoire appelle 2 ou 3 remarques quand même. D'abord, que cette autre source critique pour l'histoire des Mérovingiens qui est Frédéguerre, comme la majorité des autres maigres sources dont on dispose pour la période, sont souvent postérieures aux événements, du genre 1 ou 2, voire 3 siècles postérieurs. Un laps de temps qui laisse pas mal de place à de grandes approximations autour des faits rapportés, dont le Kinotaure n'est qu'un seul exemple. D'ailleurs, plus que l'approximation qu'on peut éventuellement mettre sur le compte du délai, ces récits peuvent aussi être biaisés ou loufoques en fonction des opinions ou des croyances de leurs auteurs tout simplement. Et si une source nous livre des histoires improbables, facilement démontables comme celle du Kinotaure, inévitablement, le reste de ce qu'on nous livre dans ces mêmes sources doit être regardé avec un minimum d'esprit critique. Dernier élément à considérer, c'est encore une fois que si les rois mérovingiens avaient eu une grosse antériorité question prestige avant l'arrivée de Clovis, il est assez probable que les auteurs du Moyen-Âge auraient eu des traces un peu plus solides à mettre en avant sur leurs vénérables aïeux. Le fait qu'on puisse évoquer des histoires pareilles dès le 7e siècle sans que ça ne rentre en conflit avec d'autres récits montre quand même qu'on avait, dès cette époque, pas trop d'idées précises sur l'origine exacte des rois mérovingiens, et qu'on pouvait ainsi facilement broder pour remplir les trous dans l'arbre généalogique des souverains. Mais quoi qu'il en soit, voilà donc la légende du Kinotaure, monstre marin et premier ancêtre de la lignée des Mérovingiens. Ce qui n'a pu qu'être une légende urbaine un peu salace du 7e siècle et qui s'est donc retrouvée insérée dans le texte de Frédéguerre. Autre hypothèse, on a peut-être affaire à une trace authentique d'un folklore germanique ancien qui ressort dans cette histoire. Un vieux mythe franc qui attribue évidemment une ascendance merveilleuse aux rois barbares. Et ça n'aura pas échappé aux auditeurs qui ont écouté les tout premiers épisodes, qui connectent les Francs à leur animal totem de prédilection des temps anciens, à savoir un bovin évidemment. Une légende païenne connue et répétée depuis le début de la dynastie, que Grégoire de Tours, tout évêque qu'il était, n'allait sûrement pas relayer. Ok. Il faut donc comprendre que ton gang de Burgonde un peu chaud ont pu reprendre un mythe germanique plus ou moins authentique que les Mérovingiens laissaient courir. Parce que c'est toujours sympa, même pour des rois très chrétiens, de laisser entendre que tu descends d'un roi, comme Clodion, et d'un monstre marin mythique. Notamment si tu veux que tout le monde se rappelle que toi et ta famille font partie d'une lignée sacrée. Mais on ne peut pas écarter non plus l'hypothèse qu'ils étaient peut-être juste ronds comme des queues de pelle, tes Burgondes, et qu'ils ont raconté n'importe quoi parce qu'ils voulaient troller tout le monde. Il n'y a pas de raison que les mythos n'aient pas existé au 7e siècle. Et du coup, ce Mérové, un faux ou un tox? Difficile à affirmer, et les historiens modernes restent perplexes, car nous n'avons que 2 véritables sources antérieures à Frédéguerre sur lesquelles se baser à son sujet, présentant des défauts du même type, c'est-à-dire tardifs, vagues et un peu louches. La plus importante, c'est évidemment Grégoire, qui directement après son paragraphe sur Clodion et tout à sa recherche du premier roi des Francs, nous propose la phrase suivante. Je cite. « Certains prétendent que de sa lignée est sorti le roi Mérové, de qui Childéric fut le fils. » Autant dire que notre auteur ne se mouille pas trop avec cette description de l'ancêtre par cette phrase un chouïa prudente. Certains prétendent. Ça sent tout de même le propos politiquement correct de l'évêque qui trouve tout ça un peu suspect, surtout s'il a entendu parler de la légende du Kinotaure, mais qui rapporte ce qui se raconte au VIe siècle et ne peut pas écrire ouvertement dans le royaume où il habite que l'homme connu comme le glorieux ancêtre de ses souverains est peut-être un mythe total. L'autre type de source
corroborant plus ou moins l'existence de cet ancêtre, vient de généalogies mérovingiennes tardives, établies dans les monastères et probablement écrites autour du 7e ou du 8e siècle. Généalogies au pluriel, qui, même si elles se contredisent pas mal, relient Clodion à Childéric généralement et mentionnent notre Mérové. L'une des plus anciennes décrirait en réalité Clodion comme père d'un certain Clodebaude. Clodebaude étant lui-même père de Mérové, et de Mérové, on trouverait une succession de 3 ou 4 bonhommes avant d'arriver à Childéric, le père de Clovis. Des documents intéressants donc, mais là encore, à prendre avec quelques pincettes. D'abord, on a les mêmes biais que précédemment à garder en tête, que ce soit la distance avec les événements ou les motivations réelles de ceux qui ont établi ces documents. Et puis, plus particulièrement dans ce cas, il y a la possibilité supplémentaire de l'erreur de copie dans des listes de noms. Depuis l'invention de l'écriture, recopier une liste bêtement sans forcément la comprendre ou savoir au juste de quoi on parle est quand même une bonne recette pour se tromper. Et puis, toutes ces généalogies ne mentionnent donc pas Mérové. Il faut sélectionner celle où apparaît son nom parmi plusieurs versions et faire l'impasse sur les autres en se disant que celle où on le trouve est la bonne, ce qui est toujours une proposition risquée. Dernière difficulté et pas des moindres. Il y a juste trop de noms entre Clodion et son supposé arrière-petit-fils, Childéric, pour que ça fonctionne vraiment du point de vue chronologique. Ces 2 rois, Clodion et Childéric, qui pour le coup sont historiquement avérés, ne sont espacés que d'une 20aine d'années au maximum, et ne peuvent donc pas avoir 5 ou 6 générations d'écart. Attends, si je comprends bien, tu es en train de nous expliquer que la dynastie des Mérovingiens tire son nom d'un gars dont tout ce qu'on sait vient grosso modo d'un de ses aïeuls présumés et d'une légende urbaine de Vionne zoophile en haute mer? Une pauvre ligne dans l'œuvre de Grégoire et 2 ou 3 généalogies foireuses écrites des siècles plus tard par des moines inconnus? C'est bien ça nos sources? Donc, je préfère avertir nos auditeurs, on n'est pas sûr du tout que ce Mérové ait jamais existé. Et je me dis qu'on n'aurait peut-être pas dû choisir ce nom pour notre podcast d'ailleurs. L'absence d'autres références contemporaines ou détaillées, hormis ces quelques documents tardifs, rend tout de même la vie de cet homme suspecte. Alors oui, ça peut être une simple malchance du fait de la rareté des textes qui ont été conservés de cette époque, ou le signe d'un règne très court et très calme, avec rien de très significatif à noter. Mais quand même, c'est un peu bizarre qu'entre Clodion et Childéric Ier, rien ne ressorte de clair au sujet de Mérové s'il n'a jamais existé. En fait, la seule méthode pour arriver à faire coller ces sources avec l'historicité d'un certain Mérové est de regarder ces généalogies sous un autre œil qu'une pure succession de père en fils et d'arriver à leur faire dire une autre histoire. Par exemple, que la liste des noms de l'arbre généalogique contient aussi la lignée maternelle des futurs souverains francs. Certains noms pouvant être des noms féminins ou celles de grands-parents maternels. Ce qui ferait alors de Mérové un ancêtre glorieux des Mérovingiens, car ce serait sa fille ou petite-fille qui aurait épousé Clodebaude, un des fils de Clodion, et qui pourrait donc être le grand-père maternel de Childéric. Un autre chef franc donc, aussi prestigieux que Clodion, et dont l'alliance matrimoniale serait à la source du pouvoir des Mérovingiens sur toute la région. Autre théorie alternative, certains noms enchaînés dans les listes ne sont pas forcément une suite de père en fils, mais combinent parfois les frères. Ce qui expliquerait que les noms surnuméraires de la liste généalogique ne sont pas des fils d'eux, mais des frères d'eux. Frères dont la lignée se perd au fur et à mesure qu'on ne se focalise seulement que sur le successeur officiel qui devient roi des Francs à la suite de son père. Dans le cas précis de la généalogie qui nous occupe, Clodion aurait eu non pas un, mais 2 héritiers, 2 frères du nom de Clodebaude et de Mérové. Mérové lui-même engendra ensuite Childéric et d'autres enfants, et ainsi de suite. 2 frères donc, qui auraient pu prendre la suite du roi des Francs entre 448 et 450. Ah ok, je préfère cette explication. Même si on ne sait pas bien où ils ont pu passer à la mort de l'aïeul, vu le silence des textes et la brièveté de leur règne potentiel. Et puis l'arrivée sur le devant de la scène de Childéric, le père de Clovis, quelque part vers la fin des années 450, ça fait pas lourd comme fenêtre d'opportunité. Mais bon, si on accepte que ton Mérové ait bien existé, son règne n'a pas dû trop durer. Et ensuite, ce qu'on peut faire comme hypothèse réaliste, c'est que son règne n'a pas dû être de tout repos non plus, car la décomposition de l'Empire romain d'Occident
battait son plein en Gaule à ce moment-là. Ça c'est clair. Et surtout, pas de repos pour notre héros, le dernier des Romains, le général Aetius, qui continue de se battre en 450 pour maintenir à flot ce qui reste d'Empire romain d'Occident, tout en essayant de conserver son propre pouvoir. Car les problèmes de l'homme fort de l'Empire, qui domine totalement l'empereur Valentinien III, le successeur de son oncle Honorius à Ravenne, ne disparaissent pas autour de 450. Problèmes qui sont, pour schématiser, de deux ordres en fait. Évidemment, et ça ne va pas vous surprendre, Aetius doit se maintenir par les armes au sommet du pouvoir impérial en luttant simultanément ou respectivement contre tous les autres rois ou chefs semi-barbares qui se sont installés à l'ouest et qui tirent à hue et à dia pour se libérer de la tutelle de Ravenne. On a parlé des Francs de Clodion au dernier épisode, mais ce n'est que du menu fretin par rapport à tous les autres pénibles vivant maintenant sur le territoire romain. Que ce soit des fédérés à qui on a confié la garde d'un territoire en échange d'une partie des recettes fiscales, comme les Alains qu'on trouve en Orléanais, les Burgondes qu'on a installés dans l'actuelle région Rhône-Alpes, ou les Francaliens donc. Ou que ce soit les Visigoths, qui eux se sont construits un véritable royaume avec leurs propres lois et leur propre administration et qui gèrent en tant qu'alliés une zone immense allant de l'Occitanie moderne à l'Aquitaine. Aetius a passé le plus clair des 2 dernières décennies à se battre contre chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, dès qu'il tentait de sortir du cadre, gagnant parfois, perdant de temps en temps, et finissant presque toujours par négocier de toute façon pour tenter d'acheter un minimum de paix. Non. Le vrai problème d'Aetius, encore plus compliqué, mais assez savoureux quand même, au vu de son surnom, c'est de ne pas déplaire à ses maîtres. Les hommes qui tirent véritablement les ficelles de ce drôle de jeu d'équilibriste et qui sont la véritable force derrière notre homme, qui lui ont permis de prendre les commandes de l'Empire. Et n'allez pas croire que je parle là de cet incapable de Valentinien III, muré dans son palais à Ravenne et sans aucun contrôle sur quoi que ce soit. Ni de sa cour impériale d'ailleurs, et ni de son cousin à Constantinople Théodose II, le fils d'Arcadius et de Eudoxie, qui a assez de soucis de son côté de l'Empire pour avoir envie de se mêler de ce qui se passe à l'ouest. Non, je parle des Huns, bien sûr. Eh oui, Aetius, le dernier des Romains, le grand homme, doit toute sa carrière et son pouvoir à ses bonnes relations avec les Huns, qui lui ont non seulement servi de famille d'accueil dans sa jeunesse, mais qui lui ont aussi fourni des contingents militaires nécessaires pour soutenir son ascension fulgurante dans l'Empire de l'Ouest. C'est son armée unique qui lui a permis de devenir le bras droit militaire de Valentinien contre les autres généraux romains ou barbares à son service. Et c'est son armée, ou du moins ses contingents uniques, qu'il a employés dans ses grandes batailles contre les Visigoths ou les Burgondes pour réimposer l'autorité nominale de Ravenne sur l'Ouest. D'ailleurs, certains historiens vont littéralement jusqu'à voir la carrière d'Aetius comme celle d'un simple vice-roi de l'Empire unique, délégué à leur vassal, l'Empire d'Occident. Littéralement. Car, les Romains ayant fait appel aux Huns contre rétribution lors de la brève guerre civile qui a suivi la mort d'Honorius, avant que Valentinien III ne monte sur le trône, les barbares sont maintenant dans leur droit de voir Ravenne comme un État satellite. Territoire faisant partie de l'Empire unique en réalité, qu'ils continuent d'aider avec leurs troupes sous la direction d'un homme à eux, comme Aetius, mais qui n'a plus qu'une seule raison d'être à leurs yeux. Continuer de cracher un tribut toujours plus exorbitant, année après année, en échange de leur protection assurée par les troupes qu'ils fournissent aux derniers des Romains. Bon, une fois n'est pas coutume, je te trouve un peu radical que de voir Aetius et l'Empire romain comme totalement à la botte fourrée des Huns sur les années 440-450. Il commandait en effet des armées composées aussi de Romains, mais je parierais volontiers qu'il jouait également son jeu personnel. Mais c'est vrai qu'à partir de 450, Aetius doit probablement réaliser que ce vieil équilibre avec l'Empire unique comme allié objectif de son pouvoir commence à se fissurer. Apparemment, les Huns, sous la direction de leur nouveau leader, ne se satisfont plus des sommes pourtant exorbitantes qu'on leur verse depuis des années. Il faut bien voir que l'Empire unique est devenu le poids lourd du monde européen à ce stade, au grand désespoir des deux autres empires romains. Si vous vous rappelez l'épisode 45, c'est la migration de ce peuple nomade venu d'Asie centrale qui relance probablement le grand bouleversement migratoire en Europe à partir de 370. Les migrations des Germains, qui avaient été au cœur de notre histoire depuis des siècles, ont tout à coup été revigorées avec le rouleau compresseur 1
qui débarquent depuis la plaine d'Ukraine moderne au nord de la mer Noire à la fin du IVe siècle et qui écrasent successivement les Alains, puis les Ostrogoths et finalement les Visigoths par ricochet. Un grand jeu de dominos où chaque peuple vaincu doit fuir comme l'ont fait les Visigoths vers 370 avant la bataille d'Andrinople ou se faire absorber dans cette grande confédération. Certains peuples qui sont apparus dans notre histoire tout à coup sont le produit direct de cette nouvelle donne politique. Les Visigoths évidemment, mais aussi les Burgondes ou les Vandales, qui sont eux aussi des tribus germaniques anciennement de l'Est, mais qui ont commencé ou accéléré une transition vers l'Ouest avec l'arrivée des Huns. De même, d'autres tribus non germaniques de nomades, comme les Alains, se sont aussi retrouvées en Gaule, notamment lors de l'attaque de 406, dans ce même mouvement migratoire vers l'Ouest, pour échapper à la nouvelle superpuissance. Et pour tout un paquet d'autres peuples, moins chanceux ou moins mobiles, une grande confédération a donc fini par se centrer au milieu du Ve siècle au nord du Danube, avec un épicentre en Hongrie moderne. Une confédération pilotée par les Huns eux-mêmes, mais qui regroupe aussi les anciens peuples vaincus, qui gardent leurs traditions et leurs chefs, mais qui leur obéissent et soutiennent leur politique expansionniste. Une confédération qui fonctionne sur un principe simple en fait, qui peut se résumer ainsi. Pourquoi se fatiguer à construire ou à développer tout un tas de choses alors qu'on peut simplement extorquer ses voisins? L'Empire unique s'établit ainsi aux portes de l'Empire dès le Ve siècle comme force militaire qui se finance de gré ou de force en dominant ou en brutalisant ses voisins à force de pillage, d'extorsion ou d'asservissement. Et c'est ainsi, à la suite de leurs victoires successives qui ont grossi peu à peu leur coalition, que les Huns ont construit leur empire. Ok, je vois. L'Empire unique n'a peut-être rien à voir avec l'Empire romain et avec ses belles villes bien organisées et son code de loi écrit sur des beaux parchemins. Et les sources romaines n'ont d'ailleurs probablement pas mis l'accent sur leur meilleur côté. Mais ça n'en fait pas pour autant des fous furieux, avec le couteau entre les dents, qui brûlent tout pour le plaisir. Leur ligue barbare est redoutable, avec une armée mobile, hyper efficace pour faire plier les ennemis. Et s'ils n'hésitent sûrement pas à être violents pour pas venir à leur fin, leur but ultime n'est pas forcément la guerre et la destruction, mais bien l'extraction de richesses chez des voisins trop mous ou trop faibles pour leur résister. Mais quelles sont les conséquences pour nos Francs ? Ils sont tranquillement dans leur nouveau territoire du Nord, qu'Aétus leur a laissé, et les Huns semblent assez loin géographiquement. Faut-il en conclure qu'ils sont peu touchés ou qu'ils s'en foutent ? Durant la décennie 440, 2 événements majeurs vont changer la donne à l'Ouest. D'abord, après des années de lutte, une paix s'installe entre l'Empire d'Orient et l'Empire unique. Une paix monnayée comme toujours, puisque si les Huns n'ont pas réussi à s'emparer de Constantinople, ils ont quand même réussi leur coup. Une guerre terrible contre l'Empire d'Orient, d'où ils ravagent les Balkans et la Thrace, jusqu'à ce que Théodose II cède et accepte de leur verser un énorme tribut, ce qui était exactement la requête initiale. Comme d'habitude, dirions-nous. Deuxième difficulté pour les Francs, et plus généralement l'ouest de l'Empire, les Huns, après une courte période de partage du pouvoir, ont vu un leader incontesté prendre le contrôle total de l'Empire, et qui apparemment n'est pas le meilleur ami d'Aétius. Et on parle bien évidemment du terrible Attila, qui dès 445 a réussi à assassiner son propre frère et co-dirigeant de la Horde pour s'établir comme l'unique roi des Huns. Et un nouveau roi qui, comme ses prédécesseurs, a toujours besoin de plus en plus de cash pour maintenir sa coalition et qui commence donc à lorgner sur l'Ouest. Alors, les textes antiques nous donnent plusieurs raisons contradictoires pour expliquer le début des hostilités et pourquoi Attila décide tout à coup de s'en prendre à l'Empire d'Occident, qui jusqu'à maintenant lui payait simplement un énorme tribut pour avoir la paix. En pagaille, et au-delà d'un antagonisme supposé entre Attila et Aétius, qui n'obéirait pas si fidèlement que ça à son maître Hun, on note le roi des Bagaudes, chassé par Aétius en 448-449, et qui, réfugié chez Attila, va le convaincre de venir le venger. Et puis, il y a aussi la vieille rivalité des Huns avec les Visigoths depuis des décennies, et leur désir de se débarrasser de leur plus grand rival dans la domination de l'Empire romain d'Occident. On a même cité un jeu de billard à 3 bandes avec les Vandales d'Afrique du Nord qui auraient payé Attila pour qu'il vienne attaquer ces mêmes Visigoths qui les concurrençaient en Espagne. Plusieurs raisons donc, plus ou moins crédibles, et qui servent de toile de fond pour la grande attaque des Huns de 451 qui va viser directement la Gaule. Oui,
Sans oublier cette belle histoire, la fameuse Honoria, la petite sœur de Valentinien III, qui aurait envoyé une bague de fiançailles à Attila pour qu'il vienne la sauver d'un mariage forcé avec un sénateur romain. Et Attila serait venu en Gaule réclamer sa fiancée et tout le pays en dot. Bon, une belle histoire pas trop crédible non plus, mais jolie quand même, et qui donne un aperçu de la bonne ambiance familiale qui devait régner à Ravenne à cette époque. Mais si on veut être pragmatique et ne pas se voiler la face, il n'y a qu'une seule chose qui semble sûre. C'est qu'à un moment donné, Attila a décidé qu'il fallait extorquer plus d'argent à l'ouest, et qu'il a forcément dû trouver le bon prétexte pour justifier son attaque. Et la conséquence, c'est que la vieille alliance, entente, deal, ou quoi que ce soit qui ait pu exister entre Léun et Aetius, a volé en éclats. C'est le plus probable. Et même si certaines des justifications qu'on trouve dans les textes ont pu exister, ça ne change rien aux raisons plus profondes de l'expansion sans fin de l'Empire unique vers l'ouest. Un empire dont l'appétit se renforçait lui-même continuellement au fil de ses victoires, car chaque conquête, chaque triomphe augmentait la taille même de l'empire et de sa coalition, et donc nécessitait de soumettre encore plus de nouveaux voisins pour continuer à extorquer assez de richesses et d'or à l'extérieur pour garder tout le monde content à l'intérieur. Un cycle pas du tout vertueux donc, qui obligeait l'empire unique à continuer d'enfler en pillant toujours plus de voisins ou de s'écrouler sur lui-même. C'est ça l'une des raisons les plus fondamentales de l'agressivité légendaire de ce peuple. Mais il y a tout de même une dernière raison derrière le déclenchement des hostilités entre Aetius et ses ex-amis, les Huns. Un épisode surprise qui mérite toute notre attention. Selon Priscus, un diplomate byzantin qui a rencontré Attila lui-même à l'été 449, c'est une toute autre affaire qui va servir de déclencheur à la guerre. Pour le Byzantin, qui a négocié les accords de paix entre Constantinople et les Huns, la véritable étincelle à l'invasion d'Attila est due aux Francs. Et oui, aussi bizarre que cela puisse sembler, c'est dans cette source extrêmement sérieuse qu'est le rapport de Priscus qu'on apprend qu'un petit royaume du Nord va être la pomme de discorde entre les deux puissances. On apprend qu'en 450, que leur vieux roi, qui sans preuve formelle pourrait bien être Clodion, vient de mourir, et que ses deux fils s'opposent instantanément pour capter l'héritage. Deux gamins et leurs partisans respectifs, incapables de s'accorder, qui déclenchent une lutte à mort pour le pouvoir. Un conflit qui les pousse respectivement à prendre la seule décision logique possible pour trancher leurs différends, c'est-à-dire trouver un allié surpuissant, un poids lourd qui leur permettra de terrasser le frère rival. Et puisque l'aîné, dont on ne connaît pas le nom, file vers les Huns pour se placer comme vassal d'Attila, il ne laisse par conséquent pas beaucoup d'options au cadet pour sauver sa peau et son trône, ni aux Romains qui ne peuvent pas laisser une autre partie de leur empire tomber dans la sphère des hommes qui sont en train de devenir leur pire cauchemar. Début 450, le frère cadet, dont on ne connaît pas le nom non plus, débarque à Ravenne et jure fidélité aux Romains. Il accepte même, chose stupéfiante, de devenir le fils adoptif de Aetius en lui promettant l'alliance de son peuple, ce qui automatiquement met son héritage et ses terres sous le contrôle nominal de l'Empire de l'Ouest. Deux rois et leurs deux superpuissances alliées pour une seule terre. Au milieu du 5e siècle, l'obscur royaume des Francs devient, de fait, la mèche qui va mettre le feu aux poudres pour la dernière confrontation cataclysmique entre barbares et empire romain du 5e siècle. Et oui, fin 450, alors que la grande bataille se profile entre l'Empire romain et l'Empire unique, on découvre, fort opportunément pour nous, soit dit en passant, un autre conflit souvent ignoré entre deux rois francs, deux frères et leurs fidèles, qui se dressent les uns contre les autres. Des rois francs, indubitablement, qui présentent, selon Priscus, la particularité qui va faire parler d'eux dans la suite de notre projet. Des hommes aux cheveux blonds et longs, très longs même, coiffés en tresses pour marquer leur statut royal. Deux princes, deux frères descendants du même roi glorieux des Francs, fraîchement décédés en 450, et qui tout à coup se disputent le contrôle d'un territoire qu'ils peuvent mettre sous le contrôle d'un empire ou d'un autre. Et d'ailleurs, ça nous y fait penser. Nos deux princes des chroniques, Mérové et Claude Baude, ils sont passés où exactement en 450 ? Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens,
le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message. Et rendez-vous au prochain épisode.